It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, petit retour de vacances, on va parler très calmement, très posément, d'un de mes sujets préférés. Je pense que vous le savez si vous suivez un petit peu la chaîne depuis longtemps. C'est les équipes en reconstruction, les équipes qui passent un cap. J'aime vraiment cette période, on va dire, de la construction d'une équipe où on passe d'une équipe vraiment de fond de classement qui a du mal à se relever, qui fait des choix douteux en termes de coaching, qui pose question sur le développement de ses jeunes, à vraiment en l'espace de 18 mois, de 1 an, d'une saison finalement, passe à une équipe ultra compétitive, un peu ce qu'on a eu en fait avec OKC, qui a fait un play-in assez surprise et qui a fini premier de la conférence Ouest l'année d'après et qui est passé vraiment sur l'une des plus grosses darlings de la NBA en l'espace de 18 mois. Et là, je vais vous parler d'une autre équipe qui est un petit peu sur les mêmes ressources, qui est un petit peu sur la même voie, j'ai envie de vous dire, avec les Houston Rockets. Donc Houston n'est pas une équipe que j'appréciais franchement sous l'époque James Harden et encore moins lors de leur reconstruction. J'avais l'impression qu'ils allaient un petit peu nulle part et j'avais très peu confiance en l'arrivée de 2 joueurs qui sont Fred VanVleet et Dillon Brooks pour changer les choses l'année dernière. Et devinez quoi, ils m'ont fait mentir. Ils m'ont fait mentir parce qu'on va remettre les choses dans le contexte. Cette équipe était l'une des pires depuis 2020, une équipe de fond de classement, dirigée par Stephen Silas, qui a montré qu'il était tout simplement l'un des pires coachs de la ligue. Évidemment, il n'a pas eu de chance. Il devait coacher une équipe dirigée pour James Harden et potentiellement Westbrook. Il a perdu les deux et s'est retrouvé avec John Wall et DeMarcus Cousins. C'est quand même assez compliqué. Avant tout simplement de les virer eux-mêmes, en tout cas de virer DeMarcus Cousins et de devoir se taper le contrat de John Wall jusqu'encore une saison après, pour lancer une reconstruction qui n'était donc, comme je l'ai dit, pas prévue, et une reconstruction qui s'avérerait être assez compliquée. On a eu l'arrivée de Jalen Green, 3e choix de la draft, évidemment, et d'Alperen Sengun, qui est, je crois, 15e choix. On a aussi eu l'arrivée de Jabari Smith, de Kevin Porter Jr., qui a tout simplement joué le rôle de meneur, alors que c'est un arrière plutôt combo scoreur. Enfin bref, beaucoup de choix assez douteux, des équipes qui étaient tout simplement mauvaise, un Jalen Green qui décevait dans ses premières années tout simplement parce qu'il était mal coaché, ça me rappelle un petit peu le cas Portland actuellement. J'espère que ça ne se déroulera pas comme ça, en tout cas pendant 3 ans, mais en tout cas énormément de problèmes. La saison de Jabari Smith il y a maintenant 1 an et demi posait énormément de questions aussi sur son plafond. On n'y voyait pas une star, sa capacité au shoot était à revoir alors qu'on parlait vraiment de quelqu'un qui pouvait stretch lors de sa draft. Et bien sûr, l'apothéose, à mon sens, avant l'arrivée d'Ime Udoka, ou peut-être avant qu'il commence vraiment à coacher, c'est les problèmes judiciaires de Kevin Porter Jr. On les connaît. Il a frappé sa compagne de l'époque et il a été écarté immédiatement du groupe. Mais donc, que s'est-il passé pour que cette équipe se relève ? J'en ai parlé au début, on a eu déjà l'arrivée de Fred VanVleet sur un très gros contrat sur 2 ans, donc assez court, mais quelque chose qui, après coup, est assez intelligent, tout simplement, parce que Fred VanVleet ne va pas nous faire subir, ou en tout cas faire subir aux jeunes, son gros contrat, parce que il se terminera lorsqu'il faudra re-signer un petit peu les Jabari Smith, les nouveaux joueurs signés comme Amen Thompson ou Cam Whitmore également, et bien sûr Jalen Green qui va prendre potentiellement avec Sengun un gros contrat. Ça ne pose pas de problème immédiat. Et puis bien sûr on a Dillon Brooks, un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, qui pourrait apporter une certaine constance déjà défensive à cet effectif, mais pour moi, le plus important, c'était vraiment d'apporter, dans un premier temps, un certain dynamisme, ou en tout cas une certaine culture à cette équipe qui en manquait, qui avait un manque flagrant d'assises défensives, de violence un petit peu, de rigueur dans le jeu. Et je pense que l'association Dillon Brooks avec Ime Udoka, qui est quand même un coach qui lui aussi a eu des problèmes, non pas judiciaires, mais des problèmes avec les Celtics, qui est un coach qui a été en finale NBA en 2022 avec les Celtics, qui a posé une grosse défense et qui a montré dès le premier jour que c'était un excellent coach avec un bagage
stratégique d'un sens, mais surtout défensif, et vraiment ce mot fera mot d'ordre, tout simplement pour cette équipe, eh bien il est arrivé et il a changé cette culture qui n'existait tout simplement plus à Houston. Mais donc on a une équipe qui a fait 41 victoires pour 41 défaites l'année dernière, donc une vraie saison de changement, une vraie saison qui aurait dû les amener au minimum au play-in, mais une saison où à l'ouest c'était assez exceptionnel, Ils ont fini effectivement 11e, donc ils ont raté le play-in d'une place, mais on remarque directement que cette équipe est une équipe du futur. Donc moi, ce que je me pose comme question, et on a fait la comparaison un petit peu plus tôt dans la vidéo, dans le podcast, c'est tout simplement, est-ce qu'on peut avoir une évolution à la OKC ? Quelles questions on peut se poser entre espoir et certaines interrogations ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la prochaine année et des prochaines années pour les Houston Rockets ? On va en parler directement. Allons-y. Bon. Comme je vous l'ai dit, on est entre certains espoirs pour ces Houston Rockets et certaines interrogations que je me pose et que je sais que énormément de personnes de la communauté des Houston Rockets, en tout cas en France, se posent. On est sur une année assez particulière pour cet effectif parce que c'est une année où on a montré énormément de progrès collectivement, mais une année aussi où les cadres de cet effectif ont montré qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à jouer ensemble. Quand je parle des cadres de cet effectif, je parle des futures stars, du futur de cet effectif. Je ne parle évidemment pas de Fred VanVleet, de Jabari Smith ou autres, mais vraiment d'Alperen Sengun et de Jalen Green. Pour moi, ce duo intérieur-extérieur devrait pouvoir s'exprimer bien mieux que ça, en tout cas offensivement et même défensivement d'ailleurs, et devrait être le futur annoncé des Houston Rockets sur les prochaines années, à moins que potentiellement un Cam Whitmore, un Amen Thompson, et on en parlera aussi, un Rich Shepard, prennent cette place de numéro 1, de numéro 2 ou de numéro 3. Mais on a vu que cette saison, lorsque le jeu était orienté surtout sur Alperen Sengun, eh bien tout simplement Jalen Green n'arrivait pas à s'adapter tout simplement à ce jeu qui était pratiqué. On voyait énormément de défauts déjà dans la prise de décision. Jalen Green faisait des matchs au shoot qui étaient assez calamiteux, notamment sur sa prise de décision pour le shoot, mais aussi de sa réussite globale. On voyait que Fred VanVleet notamment, mais aussi Alperen Sengun, qui est un très bon passeur, tentait de le retrouver, tentait de jouer avec lui, mais cela ne donnait rien. À côté de ça, on a vraiment eu un Alperen Sengun qui était assez impérial, qui aurait pu être sur la première moitié de la saison All-Star, une saison à plus de 21 points de moyenne, tout simplement, une saison assez forte collectivement. Je crois qu'il était à 21 points, 8 rebonds et plus de 4 passes. Donc voilà, quelqu'un qui s'est imposé en tant que leader, quasiment All-Star, et qui a à peine 21 ou 22 ans. Donc on peut s'attendre à quelque chose de bien plus haut sur les années prochaines. On le compare déjà à une sorte de baby Jokic, on verra jusqu'où ça mène, On le compare quand même au joueur le plus intelligent de l'histoire, à mon sens, en tout cas l'un des joueurs les plus intelligents de l'histoire avec LeBron James, Magic Johnson, etc. Oui, je le mets dans cette case-là. Donc à voir vers où il progresse. J'ai vu aussi énormément de problèmes et ça fait partie aussi des interrogations qu'on peut soulever avec Houston. Énormément de problèmes niveau défensif pour Alperen Sengun et sur un poste 5 c'est assez problématique. On sait qu'il a du mal à switch, on sait que ce n'est pas un protecteur de cercle élite, c'est un joueur qui a du mal encore à s'adapter. J'ai confiance en lui pour qu'il progresse sur ce point-là parce que comme je l'ai dit, c'est un joueur très intelligent et il n'y a pas de raison, mais c'est aussi un joueur qui a un athlétisme assez sous-coté. C'est un joueur aussi, et ça fait pas partie des problèmes, mais ça fait partie des problèmes sur sa compréhension du jeu avec Jalen Green, qui aime bien jouer sur demi-terrain, qui joue un peu plus lentement, qui a besoin de poser son jeu pour tout simplement pouvoir s'exprimer. Là où on l'a vu, en deuxième partie de saison, là où tout simplement Sengun était blessé, Jalen Green privilégie bien plus le jeu up-tempo rapide que Ime Udoka lui a proposé en fin de saison. Donc voilà, ça pose énormément de questions parce qu'on a cette première partie de saison où Alperen Sengun était impérial, où Jabari Smith commençait à rentrer des shoots, où Dillon Brooks, on stoppait tout simplement ce disrespect sur Dillon Brooks qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue et où Fred VanVleet fait tout simplement une saison de lieutenant assez convenable. Mais on a des joueurs qui n'arrivaient pas tout simplement à rentrer dans ce moule-là, notamment je pense à Amen Thompson et Jalen Green. Amen Thompson est un poste 1 qui n'arrivait pas à jouer à côté de
Fred VanVleet assez logiquement et on lui demandait de porter la balle. En tout cas, ça se voyait dans sa manière de jouer, de fonctionner, qu'il ne savait pas toujours quoi faire sur demi-terrain avec des joueurs comme Alperen Sengun. C'est un joueur aussi qui n'a pas de shoot aujourd'hui et qui n'en aura peut-être pas à haut niveau dans sa continuité de carrière. Et donc, jouer avec un autre joueur comme Alperen Sengun qui ne peut tout simplement pas écarter le jeu non plus, ça pose énormément de questions sur le fait de jouer ensemble. Donc on a des joueurs qui sont très forts individuellement, mais qui ne se répondent pas en termes de style de jeu, et ça pose beaucoup de problèmes. Donc on va revenir maintenant sur cette fin de saison où tout simplement Sengun s'est blessé, et là on a un Jalen Green qui s'est tout simplement révélé. Un Jalen Green qui était en plus de 24 points, 7 rebonds et 4,6 passes en 45, 37, 77, avec un record de 12 à 7 en 2024 sans Sengun. Je crois qu'il y a eu plus de 9 ou 10 victoires d'affilée. Donc c'était une période où Jalen Green a pu s'exprimer. Un jeu beaucoup plus rapide, small ball, tout simplement un Fred VanVleet associé à un Jalen Green, Dillon Brooks en 3, Amen Thompson qui est censé être meneur en 4, donc voilà le small ball, et Jabari Smith en 5 qui écartait lui aussi le jeu et qui était tout simplement un poste 5 sous-dimensionné. Mais on avait toujours cette constance défensive, cette assise défensive amenée par Dillon Brooks, VanVleet et bien sûr Amen Thompson, et Jalen Green aussi qui n'est plus un trou noir défensivement, hein. Et on a vu que ce style de jeu-là, tout simplement en oubliant leur plus grande star actuellement qui est Alperen Sengun, faisait gagner beaucoup plus de matchs sur une plus petite période, certes, mais on s'est posé énormément de questions à ce moment-là parce que ils pouvaient tout simplement remonter sur les Warriors et potentiellement accrocher le play-in avec un Jalen Green qui a été toute sa carrière, c'est-à-dire pendant 2 ans et demi, 3 ans sous-coté, qui a été insulté, qui a été dénigré et des fois à raison, il faut pas se mentir, mais qui là avait tout simplement le niveau d'un All-Star et d'une superstar, d'une première option offensive. Donc ça pose énormément de questions. Est-ce que Alperen Sengun, s'il revient, pourrait potentiellement jouer plus vite, pouvoir accorder ce jeu up-tempo à des joueurs comme Jalen Green et Amen Thompson? Est-ce que Amen Thompson ne pourrait pas être un poste 4 et pourrait-il développer potentiellement un shoot? On a Jabari Smith aussi, est-ce qu'il va être relégué sur le banc? Est-ce que c'est vraiment ce profil-là dont on a besoin, même si c'est un shooter et qu'ils ont besoin de shoot? Peut-être qu'Amen Thompson a un potentiel plus élevé. On parle aussi du retour de Tari Eason qui était un peu le Dillon Brooks avant Dillon Brooks, un joueur défensif qui apportait une niaque, une rigueur assez importante à cet effectif. Et on a évidemment un joueur comme Cam Whitmore qui, pour moi, s'il était dans un effectif bien plus faible collectivement, avec plus de place pour s'exprimer, aurait pu être dans le top 3 du rookie de l'année. Il en a le niveau intrinsèque. Pour moi, potentiellement, il pourrait être cette star, ou en tout cas ce lieutenant sur les ailes d'ici 1 ou 2 ans, et je le vois très bien en saison 2 faire une saison à 17-18 points par match s'il a la place de pouvoir s'exprimer. Donc ça pose énormément de questions. Amen Thompson, est-ce qu'on le fait jouer à côté d'Alperen Sengun? Est-ce que c'est possible de pouvoir développer une certaine alchimie? On a des joueurs sur Fred VanVleet, Amen Thompson, Jalen Green et Alperen Sengun qui sont tous capables de poser le ballon, d'être de bons passeurs. Dites-vous que dans ces passeurs-là, le pire est Jalen Green, et qui arrive à mettre plus de 4,6 passes par match. C'est quand même assez impressionnant. On a Dillon Brooks aussi qui est un bon connecteur. Donc voilà, pour moi, à mon sens, c'est très intéressant ce qui se profile, mais il y a énormément de défauts déjà au shoot qui me fait remettre en question un petit peu tout ça. Ce problème de shoot, du coup, dû à Jabari Smith aussi, qui a un rôle qui va devoir changer à mon sens, parce qu'en fait, il y a trop de talents derrière lui qui peuvent potentiellement le dépasser. Après, toujours, évidemment, Jabari Smith peut évoluer, mais je n'ai pas vu ces relents un peu de lieutenants, de joueurs supérieurs que je vois en Cam Whitmore, que je vois aussi en Tari Eason d'une certaine façon, même si je ne vois pas une star en Tari Eason, vous m'aurez compris. Et bien sûr, on a l'arrivée aussi d'un joueur numéro 3 de draft cette année, en la personne de Reed Sheppard. Cet effectif est plus que complet et complété. Donc à voir ce que Reed Sheppard donne. Je sais que là, la Summer League a montré des choses assez exceptionnelles de son côté. Je trouve que c'est un excellent passeur. Beaucoup l'ont comparé, et encore une fois, on parle que
de Summer League, ça ne veut rien dire, mais l'ont comparé à un jeune Steve Nash. Est-ce qu'il prendra la place d'un Fred VanVleet et on se débarrasse ou on essaye de le re-signer? Est-ce que justement il aura cette place de numéro 2 devant Jalen Green et on transfère Jalen Green? Pour moi, c'est très risqué de se débarrasser de ce talent plutôt de le faire marcher, sachant que évidemment Jalen Green et Alperen Sengun n'ont que 21 ans, là où Reed Shepard en a 19. Donc la différence d'âge est infime. C'est vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que là, je parle évidemment d'interrogation, mais si on arrive potentiellement à trouver une certaine structure assez stable dans cet effectif, peut-être avec un transfert, peut-être en transférant, je ne sais pas, Dylan Brooks, en transférant ou en ne re-signant pas Fred VanVleet, ou tout simplement en prenant un choix fort, en virant Jalen Green peut-être pour aller chercher un joueur, même si je n'y crois absolument pas, comme Kevin Durant. C'est ce qu'ils voulaient faire cet été et c'est pour ça qu'ils ont récupéré des assets liés aux Suns. Il y a de quoi créer un effectif compétitif. Mais la question que je me pose, parce qu'on a comparé en début de podcast cette équipe avec le OKC de l'année dernière, OKC avait une structure un petit peu pareille, avec énormément de joueurs pouvant passer la balle, pouvant mettre la balle au sol. Là, j'ai l'impression qu'on parle un petit peu du même style de joueur, mais à côté de ça, on avait un joueur qui était top 5 MVP et qui cette année a été top 3, je crois, ou top 4 en tout cas. Qui sera le joueur top 4 MVP de cet effectif? Est-ce que ce sera Alperen Sengun? Peut-être dans 3 ans, peut-être que ces problèmes défensifs ne disparaîtront jamais et peut-être que ça en fera un problème sur toute sa carrière. Peut-être aussi qu'on peut régler ça avec des profils défensifs autour comme Tari Eason, Dylan Brooks et potentiellement un Reed Shepard sur le poste 1 qui s'avérerait être un bon défenseur, parce que même s'il est petit, on sait qu'il est extrêmement athlétique. Et puis bien sûr, Amen Thompson, des joueurs comme ça. À voir si Cam Whitmore se révèle défensivement sur ces prochaines années. Mais il y a de quoi cacher Alperen Sengun. Mais on peut aussi se poser des questions sur Jalen Green, comme je l'ai dit. Mais je sais pas si on a un joueur aujourd'hui dans cet effectif qui est un futur top 5 MVP, un des 5 ou 7 meilleurs joueurs de la ligue, et ça pose énormément de questions. Alperen Sengun est peut-être l'un des 5 ou 7 meilleurs pivots de la ligue, et on sait que sur ce poste précisément, ou en tout cas les postes intérieurs, des joueurs dominants sont souvent, ou en tout cas ultra dominants sont rares, mais font en sorte, je ne sais pas comment l'expliquer, font souvent des superstars assez incroyables. On parle de Giannis, on parle de Embiid, de Jokic, de ce style de joueur-là. À voir si Alperen Sengun peut rentrer dans cette caste ou s'il restera une sorte de Sabonis, ce qui est déjà très correct, mais qui t'emmènera pas vers un titre ou vers les sommets de l'Ouest à lui tout seul. C'est pour ça qu'il y a énormément de questions à se poser. C'est pour ça que, à mon sens, ils doivent prendre le temps. Je ne pense pas qu'ils seront top 3 à l'Ouest cette année. Je pense qu'il faut prendre plus de temps qu'avec OKC parce que des questions supérieures se posent. Et il faut 2 ans de plus pour découvrir tout simplement une alchimie différente, ou en fait que Cam Whitmore est un joueur à 28 points par match et qu'il est cette première option pouvant jouer avec Jalen Green et Alperen Sengun, il faut prendre ce temps-là. Ça pose énormément de questions, comme je l'ai dit. Il y a Reed Shepard, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé, mais il pourrait vraiment être ce game changer pour cet effectif, notamment au shoot. C'est un effectif qui avait du mal à scorer à 3 points l'année dernière, du fait de l'effectif, du fait des profils dont ils avaient accès. Et là, on rajoute un joueur qui, en NCAA, était à plus de 50% à 3 points. C'est assez impressionnant, surtout de la manière dont il prend ses shoots, de la manière dont il peut créer pour lui-même ou pour les autres. Donc, il faut vraiment faire attention, ne pas se précipiter. Je ne vois pas pourquoi tu irais chercher un Kevin Durant maintenant. Je ne pense pas que Kevin Durant fasse aujourd'hui partie des 7 meilleurs joueurs de la ligue, ou en tout cas qui puisse t'apporter sur toute une saison et tout un run de playoff pour aller te chercher un titre. Évidemment, tu es bien mieux coaché qu'aux Suns. Tu as peut-être une profondeur qui est x10, mais je ne sais pas si tu as envie que Kevin Durant soit aujourd'hui ton option numéro 1. Peut-être attendre. Il y a énormément de projets qui se sont cassés les dents, tout simplement en voulant aller trop vite. Un Devin Booker serait peut-être même plus intéressant, mais les Suns ne lâcheront jamais un Devin Booker, à mon sens, à moins qu'il y ait un package exceptionnel, mais qui ruinerait Houston en termes d'assets, en termes de joueurs, de jeunes joueurs aussi, qui pourraient devenir de potentiels stars. Donc oui, il faut faire attention. Je pense que cette saison, on aura une équipe qui sera play-in.
ou potentiellement playoffable. Top 7 est tout à fait atteignable et ce serait déjà exceptionnel sachant d'où ils viennent, Kevin Porter et Jalen Green sur un backcourt. Donc oui, attention à ce que réserve l'avenir, mais l'avenir est aussi incroyable pour eux. Je pense que on aura des highlights assez impressionnants de tous ces joueurs-là. On parle d'Amen Thompson, de Cam Whitmore, de Jalen Green. Ce sont des athlètes infiniment supérieurs en termes de dunk, en termes de pénétration. C'est assez impressionnant. On a vu déjà ce que donnait Rich Shepard quand on lui donnait la balle dans les mains. Fred VanVleet, on connaît. Jabari Smith et Tari Eason ont l'air d'être des soldats de qualité avec un Dillon Brooks qui va les materner un petit peu. Ça pourrait être énorme. Et bien sûr, un joueur qu'on a j'allais dire jamais vu, mais un joueur qu'on voit tellement rarement, une sorte d'ovni du poste 5 avec un IQ supérieur et un athlétisme assez sous-coté à mon sens en Alperen Sengun. Cette équipe est potentiellement l'une des darlings sur les 2 prochaines années et je suis pressé de les voir dominer l'Ouest. Et pour le coup, ce que je dois dire, c'est que dirigé par Ime Udoka, j'ai assez confiance en l'évolution de cet effectif et aux choix qui vont être faits concernant ces jeunes joueurs et leur évolution tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a parlé un peu des espoirs, des interrogations. Je pense donc qu'il ne faut pas s'attendre à une évolution à la OKC. Il manque encore ce cadre, il manque encore ce joueur vraiment supérieur, ou en tout cas il ne s'est pas encore révélé. Et je pense aussi qu'il faut encore mijoter une sorte de cocktail collectif qui n'a pas encore eu lieu offensivement et qui n'a pas encore montré qu'il pouvait fonctionner, notamment avec ces cadres dont j'ai parlé pendant une vingtaine de minutes. Donc voilà, j'espère que ce podcast de reprise vous a plu. Il n'est pas très long, mais je pense qu'il résume assez bien la situation à Houston, entre le espoir et interrogation, comme je l'ai dit. Et puis, je vous retrouverai dans quelques jours pour un nouveau podcast et pour cette reprise intense de la NBA d'ici octobre. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.